Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Advocad. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Leur parcours, leurs activités, mais surtout leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux cabinets d'avocats. Notre objectif est de permettre aux avocats d'atteindre leurs ambitions en utilisant les méthodes issues du monde de l'entreprise appliquées à la spécificité des cabinets d'avocats. Nous proposons des formations business, du coaching business ou encore des missions de conseil en stratégie à l'intérieur des cabinets d'avocats. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.anomia.fr pour découvrir nos offres et l'ensemble des ressources gratuites que nous mettons à la disposition des avocats qui souhaitent se développer. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de vous faire découvrir ma conversation avec Maître Karim Bellouni. Maître Bellouni est avocat associé au sein du cabinet BG2V Avocats. Il intervient en droit pénal des affaires. Dans cet épisode, il vous racontera son parcours, son évolution, la création du cabinet BG2V et sa pratique. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec Maître Karim Bellouni. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Eh bien écoutez, bonjour Maître Karim Bellouni, je suis ravi que vous me receviez aujourd'hui dans le cabinet d'avocats dans lequel vous êtes fondateur, le cabinet BG2V, situé 40 rue de la Boétie à Paris. Bonjour Maître Bellouni. Bonjour Valentin. Alors la question est toujours la même. Maître Bellouni, qui étiez-vous avant de devenir avocat ? Qui étais-je avant de devenir avocat ? C'est une vaste question. J'étais, j'étais un étudiant hésitant, pour ne pas dire perdu. Je ne savais pas trop ce qu'il voulait faire de sa vie, qui voulait prendre une place mais qui ne savait pas nécessairement laquelle. Et donc j'ai fait des études de lettres en Hippocagne. Et puis ce qui me permettait d'abord de m'adonner aux matières que j'aimais beaucoup, c'est-à-dire la littérature, l'histoire, et sans sachant nécessairement ce que je voulais faire de cette année de prépa littéraire. Et puis un beau jour, moi, je suis tombé dans la bibliothèque de mes parents totalement par hasard sur un livre qui a été écrit par Albert Nour, qui a été avocat, qui a été résistant et qui avait été commis d'office, sauf erreur de ma part, pour défendre Pierre Laval. Et j'ai trouvé, et ce roman s'appelait, enfin ce livre, puisque c'était plus des mémoires que des romans, c'est des mémoires, ça s'appelle « Pourquoi je n'ai pas défendu Laval ». Et j'ai trouvé la trajectoire de cet homme résistant, donc ennemi et adversaire de Laval, qui accepte au lendemain de la victoire d'être son avocat, commis d'office par le bâtonnier, absolument stupéfiante et formidable. Et il décrit le procès politique et il décrit le processus qui l'a amené en accord avec son client à ne pas plaider ce dossier, puisque les jurés étaient composés. Le sort de Laval était ficelé dès le départ. Le procès qui devait avoir lieu, les dés étaient pipés. Il savait que son client allait finir condamné à mort, et c'est tout le récit de ce procès, de la relation entre l'avocat et son client, cette rencontre entre ces deux hommes, qui m'a fait découvrir le métier d'avocat, la beauté de ce métier et la beauté de la défense pénale. Voilà. Et donc du coup j'ai rejoint l'université. Je suis à la fac de droit. Et puis après avoir passé l'école du barreau, je suis parti 2 ans aux États-Unis. J'avais besoin de changer d'air. Et donc j'ai été dans un cabinet d'avocats à San Francisco qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelait Townsend Crew. Voilà, où j'ai découvert la pratique du contentieux aux États-Unis,
qui m'a permis de perfectionner dans mon anglais. Puis la France m'a manqué, Paris m'a manqué. Je suis revenu 2 ans après. Et là, j'ai cherché une collaboration en droit pénal et les places étaient très chères, il y avait très peu de places. Donc j'en trouvais pas. J'ai rejoint un premier cabinet qui s'appelait Salès-Vincent, au département contentieux, où là j'ai fait du contentieux des affaires et j'ai continué à chercher. J'envoyais des lettres de motivation régulièrement au cabinet d'Olivier Metzner. Voilà. Qui était le pont du droit pénal. Qui était le pont du droit pénal à l'époque. Il n'y a pas meilleure collaboration à l'époque qu'avec Olivier Metzner. Pour tout ce qui est formation, procédure, voilà. Et j'appelais tous les 2 mois, j'appelais son assistante en disant, et qui me dit mais on vous a répondu, il n'y a pas de place. Et donc toutes les 2 semaines, je continuais à appeler. Vraiment, j'avais tambouriné à la porte autant que je pouvais. Et de guerre lasse, Olivier Metzner a fini par me recevoir. On a passé un entretien. Et il m'a posé la question, il m'a dit que pouvez-vous me dire pour me convaincre de vous prendre? Et là, je n'ai pas trouvé de meilleure réponse que de lui dire essayez-moi. Et il m'a rappelé quelques jours après et une place avait dû se libérer et j'ai été embauché chez Olivier Metzner. Voilà. Et alors là, qu'est-ce que vous découvrez en arrivant au sein de ce cabinet? Un cabinet qui quand même est dirigé par Metzner, qui est à la base, enfin qui est à l'époque l'un des plus grands pénalistes de Paris, si ce n'est l'un des plus grands pénalistes français. Est-ce que vous avez la pression? Est-ce que vous avez envie de faire vos preuves? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? D'abord, on a toujours envie de faire ses preuves, hein, mais c'est d'abord, je pense, une excitation et une énergie folle. Voilà. On travaillait, on a l'impression de vivre, d'être dans un roman de. C'est être dans un roman de Balzac. Chez Olivier Metzner, il avait son hôtel particulier rue de l'Université. Lui était un personnage éminemment balzacien. C'est un homme assez solitaire qui consacrait au fond toute sa vie à son cabinet qui était sa famille. Il traitait ses collaborateurs avec une générosité inouïe. Il fumait 7 cigares par jour, et ce côté un peu à la fois Balzac et churchillien, c'était 7 cigares par jour. Il finissait tous les soirs au Voltaire, où il invitait très régulièrement ses collaborateurs. Et puis, donc un type d'une incroyable générosité, excellent formateur, voilà, vraiment le pape de la procédure. Vraiment, qui était décortiqué sur le bout des doigts. Donc en fait, il vous apprenait à décortiquer la procédure, à faire des tableaux de procédure sur chaque instruction pour essayer d'identifier les nullités et faire tomber les dossiers de procédure. Et puis, c'était des dossiers tous plus médiatisés les uns que les autres. Et donc, c'était aussi l'apprentissage de la relation avec les médias, de la relation avec les journalistes, en plus évidemment des audiences, des instructions, des procédures. Donc c'était une collaboration très exigeante et une collaboration absolument passionnante. Est-ce que vous avez en mémoire un souvenir difficile ou en tout cas un truc dur qu'il ait pu vous dire, un truc difficile qui a pu se passer, ou au contraire quelque chose d'extrêmement positif dans cette relation que vous aviez avec Metzner? J'ai pas de souvenirs. En fait, j'ai que des souvenirs positifs de ma collaboration avec Olivier Metzner, parce que d'abord, je pense que c'était un type qui était très très libre, qui n'avait pas beaucoup d'a priori. Bien sûr qu'il avait des défauts, mais encore une fois, il était très exigeant et aussi d'une incroyable générosité avec ses collaborateurs. Donc, il y a eu des moments. Il y a des moments émouvants, on partage des périodes, alors lui beaucoup plus que nous, hein, parce que nous n'étions que collaborateurs, mais il portait un stress sur ses épaules qui était inimaginable, compte tenu des enjeux et de la médiatisation des dossiers. Il prenait ça avec beaucoup de placidité, et donc, non, vraiment aucun souvenir négatif, mais que de très beaux souvenirs, et une super formation, vraiment une formation absolument rêvée, sachant que c'est je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de cabinets, ou peut-être qu'il n'y avait pas de cabinet à l'époque, je dis bien à l'époque, qui était capable d'offrir des conditions de travail
pareil. Et puis, lorsque j'ai passé la conférence du stage, il a été très compréhensif et on avait un deal entre nous, c'est-à-dire que comme la conférence du stage prend c'est quasiment un métier à plein temps si on veut bien le faire, c'est compliqué de mener de front en plus une collaboration et d'être disponible pour son patron. Donc on a eu un deal entre nous qui était qu'il me laissait à plein temps, à mi-temps, je veux dire, il me laissait libre de mon temps pour la moitié, sans me demander à chaque fois où j'étais, pourquoi j'étais pas là et pourquoi j'étais pas présent. Et d'un autre côté, moi, j'acceptais que ma rétrocession d'honoraires soit divisée, ce qui était, je pense, la meilleure façon, en fait, pour que je puisse vivre de manière la plus totale possible ma conférence du stage. Voilà, donc j'ai été élu à la conférence du stage en 2002. Combienième secrétaire? J'étais 12e secrétaire. Olivier était venu d'ailleurs au 3e tour de la conférence du stage. Ça m'avait beaucoup marqué, j'avais beaucoup apprécié. Et puis il y a cette année, voilà, et donc du coup j'avais à la fois le sentiment un peu d'être le roi du monde, parce que vous êtes dans une magnifique collaboration, dans un très beau cabinet, avec de très beaux dossiers, et à la fois vous avez le monopole d'office, le monopole des commissions d'office devant la cour d'assises pendant un an. Et là, voilà, vous rentrez de plein pied dans des dossiers auxquels vous n'auriez jamais rêvé accéder avec si peu d'années de barreau derrière vous. Et alors là, c'est à ce moment-là que vous commencez à développer votre clientèle perso, ou vous l'aviez déjà fait au préalable? Alors, je ne suis pas sûr que la conférence du stage m'a amené beaucoup de clients personnels, ou en tout cas, ça vous apporte des clients personnels, mais je ne sais pas si c'est des clients qui vous permettent de vous installer. En réalité, d'abord, alors je ne sais pas si c'est toujours comme ça aujourd'hui, mais à l'époque, auprès des justiciables, l'avocat commis d'office, c'est pas un tocard, mais presque, quoi. Donc, on n'a pas l'impression d'avoir justement Metzner à ses côtés ou un ténor du barreau. Hein. Vous n'êtes qu'un avocat commis d'office. Bon. En tout cas, ça vous occupe énormément. D'accord. Et ensuite, après l'année de la conférence, vous avez ce volant de dossier qui continue à vous occuper. Mais moi, c'est pas ce qui m'a vraiment permis de m'installer. En fait, après mon année de conférence, je suis retourné voir Olivier et je lui ai demandé de pouvoir m'installer, d'être avec lui, mais à mi-temps. Et il m'a dit d'accord, pas de problème. Et donc du coup, pendant 1 an et demi, 2 ans, j'avais encore mon volant de dossier de la conférence du stage. Et puis des confrères qui commençaient à m'envoyer des dossiers à titre personnel. Voilà. Et au bout de 2 ans, Olivier Metzner, une fois, ça je m'en souviens, il m'a dit écoutez Karim, je vous aime beaucoup, mais moi je vais avoir besoin d'un collaborateur à plein temps, donc il faut vider le bureau là. Il va falloir que vous vouliez de vos propres ailes, il faut y aller. Et sachant, mais ça en fait, je vais vous dire, ça m'allait très bien parce que je ne pense pas qu'on puisse croître dans l'ombre d'Olivier Metzner et dans l'ombre de ce grand homme. À l'ombre des grands arbres, rien ne pousse. Ouais, exactement. Et je pense que rien ne pousse réellement. Et donc, du coup, j'avais conscience très tôt qu'un jour ou l'autre, il fallait que je vole de mes propres ailes. Par appétence personnelle. Et parce que je pense que, voilà, avec Olivier, ça ne pouvait pas être une vraie association, à mon sens, et en tout cas, ça ne me permettait pas de voler de mes propres ailes. Mais voilà. Rétrospectivement, vous pensez qu'il l'avait vu, que vous étiez prêt et vous a du coup aidé à prendre votre envol, ou il avait vraiment besoin d'un collaborateur à plein temps et il fallait que vous partiez? Malheureusement, je pense que c'est la seconde option. L'histoire retiendra la seconde option. Voilà, c'est qu'il avait vraiment besoin d'un collaborateur à plein temps. Voilà ce que je ne pouvais pas lui fournir comme disponibilité. Voilà. Et puis, le hasard a fait qu'au moment où je m'installais… Donc ça, c'est en 2005. Ça, c'est en 2005. Je suis contacté par Edouard Stern pour le défendre, en tout cas le représenter dans un litige qu'il avait contre Rhodia et la direction de Rhodia et les actionnaires de Rhodia qui à l'époque étaient Rhône Poulenc. Voilà. Et donc, Edouard Stern, c'était un des piliers du capitalisme français qui était parti
en guerre contre ses adversaires à qui il avait reproché de l'avoir escroqué d'environ 60 millions d'euros. Et donc, ça a été un dossier d'abord avec beaucoup d'enjeux, complexes juridiquement, avec beaucoup de problématiques juridiques, avec des procédures à la fois au tribunal de commerce et au pénal. Et ça a coïncidé vraiment avec le plus grand des hasards, mais le hasard fait bien les choses. C'était au moment de mon installation, voilà, et puis je me retrouvais avec ce gros dossier à défendre. Voilà. Autre personnage absolument romanesque était Edward Stern. Mais c'est ça qui est beau dans la profession d'avocat, c'est que vous êtes en contact d'abord parmi les confrères, vous rencontrez des personnes admirables, des vrais personnages, et puis votre métier vous amène à croiser aussi des personnalités fascinantes. Voilà. Et alors là, Karim, j'ai une question qui me vient immédiatement, c'est vous avez fait finalement pas rien en droit privé, vous intégrez ensuite un cabinet pur pénal, vous êtes à la base un littéraire, vous avez fait Cagne, et là, on vient vous chercher sur un procès ou sur des enjeux financiers. Est-ce qu'au départ, quand vous avez ce dossier, vous dites est-ce que je vais être capable de le traiter? Est-ce que je vais pouvoir cerner toute la complexité de ces infractions financières ou de l'escroquerie financière qu'il y a pu y avoir? Ou c'est pas du tout une question où vous dites en fait j'y vais, j'ai pas du tout ce réflexe-là? En fait, non mais chez Olivier Messner, on apprend une chose qui est essentielle, c'est qu'il n'y a que le travail, hein. Le métier d'avocat, et c'est aussi vrai pour la spécialité pénale, c'est que c'est un métier de dossier, c'est un métier où on travaille les dossiers, on travaille le fond, on travaille le droit. Donc c'est pas. Et moi, c'est ce que m'a appris Olivier, c'est que le pénal, c'est un travail de fond, un travail de dossier, la plaidoirie, les audiences, les effets de manche, c'est le fruit sur le gâteau, ça ne vient qu'à la fin, et c'est ce que je dis toujours aux candidats collaborateurs, c'est quand je leur pose la question sur ce qu'ils imaginent être les qualités d'un avocat au pénal. Les qualités premières, c'est d'abord il faut travailler, il faut se retrousser les manches, il faut mettre les mains dans le cambouis, il faut décortiquer le dossier, il faut ouvrir le moteur, il faut décortiquer le dossier. Et ceux qui viennent vous expliquer par manque d'expérience qu'ils adorent plaider, je pense qu'ils passent à côté de 90% du travail de métier d'avocat. C'est d'abord un métier de dossier. Donc lorsque le dossier Rhodia arrive sur mon bureau, il n'y a qu'une chose à faire, hein, c'est de se retrousser les manches et de se plonger dedans. Et vous n'avez pas peur parce que c'est quand même le premier dossier entre guillemets où vous êtes libre et vous avancez sans filet. Parce que vous aviez des dossiers perso, mais il y avait quand même, peut-être, vous me direz si c'est le cas ou pas, Metzner qui pouvait être derrière, ou en tout cas les équipes qui pouvaient être là. Là, c'est un dossier à 60 millions. Vous êtes tout seul, vous venez de vous installer, entre guillemets, définitivement. Et là, vous allez le prendre. Vous n'avez même pas eu un petit peu peur? Non, bien sûr que vous avez l'angoisse, vous demandez si vous... De toute façon, le métier d'avocat, non mais tous les jours, le métier d'avocat, c'est un métier où tous les jours on se remet en cause, tous les jours on se pose la question en disant est-ce que je vais être à la hauteur des enjeux? Avant ça, il y a eu aussi la conférence du stage où vous avez aussi des dossiers, alors ce n'est pas les mêmes enjeux, mais ce sont des enjeux très très forts. Vous vous retrouvez à défendre avec les problèmes aussi de conscience que ça peut poser, ou vous vous retrouvez avec des dossiers de tueurs en série, vous vous retrouvez avec des dossiers, à l'époque c'était les premières filières afghanes, sur les dossiers terroristes. Donc petit à petit, vous rentrez dans des domaines où la pression se fait de plus en plus forte. Donc il y a eu cet apprentissage avant, voilà. Mais après, je pense que l'apprentissage, après on a plus de facilité, on a des réflexes, mais l'apprentissage, et c'est ça aussi l'intérêt de ce métier, c'est que l'apprentissage, il est quotidien. Et tous les jours, on regarde la montagne. Donc vous avez ce premier dossier finalement important lorsque vous êtes tout seul, qui est de celui d'Edward Stern. Comment ça se passe et comment vous le gérez ce dossier? Alors ça se passe, malheureusement c'est un dossier qui s'arrête prématurément puisque Edward Stern
sera assassiné. Alors assassiné, est-ce qu'il a été assassiné avec préméditation ou sans préméditation? Ça, c'est, en tout cas, il est décédé à Genève. Quelques années très vite, donc en fait c'est un dossier qui s'est arrêté au bout de quelques années, mais très vite, alors que c'est un dossier qui aurait pu durer, compte tenu des procédures qui étaient en cours, encore des années. Et en fait ça a fini un peu, avec le décès des deux principaux protagonistes de ce dossier qui sont morts successivement, que sont Edward Stern et Monsieur de Lastiel. Voilà. Et donc les principaux, c'est eux qui portaient ce dossier, c'est eux qui portaient ces réclamations contre Rodia et sa direction. Eux n'étant plus là, eux étant les seuls à avoir les informations, à avoir la connaissance, voilà, c'est un dossier qui a fini par s'éteindre. Alors moi, en parallèle, je n'avais pas que ce dossier, j'avais d'autres dossiers. Heureusement du coup. Et il s'est trouvé que chez Olivier, j'avais commencé, j'ai travaillé sur un des premiers dossiers de responsabilité pénale des plateformes Internet. Et à l'époque, Yahoo, qui n'existe plus, avait un site de vente aux enchères sur lequel des utilisateurs mettaient en vente des objets nazis. Voilà. Et donc, donc Yahoo a été poursuivi devant le tribunal correctionnel en France pour complicité d'apologie de crimes de guerre, puisque le fait de mettre en ligne des objets nazis, c'est de l'apologie de crimes de guerre. Et je suis resté en contact avec Yahoo et j'ai continué en fait à travailler pour eux sur des problématiques de responsabilité pénale des plateformes, voilà, et des responsabilités en lien avec l'émergence d'Internet. Et ça, c'est une pratique que j'ai continué à développer. Je travaille pour pas mal de plateformes sur ces sujets de contenu illicite sur Internet, de liberté d'expression, qui sont passionnants, d'actualité, avec pas mal de réformes législatives. Voilà, et qui donnent lieu à des débats absolument passionnants. Donc, j'ai une activité de pénal des affaires, de pénal financier, une activité en lien avec les plateformes. Après, j'ai du pénal de droit commun. Ça, c'est pour les informations qui sont publiques. J'étais l'avocat d'un des pilotes dans l'affaire Air Cocaïne. Donc voilà, c'est une activité pénale qui est assez variée, d'où sa richesse. Voilà, et je crois qu'il n'y a pas un jour où on s'ennuie, il y a un jour où on ne s'ennuie pas ou on s'ennuie. Il n'y a pas un jour où on ne s'ennuie pas, pardon, plutôt. Il n'y a pas un jour où on ne s'ennuie pas avec mon équipe. Voilà. Et donc du coup, j'ai développé cette activité. J'avais quand même aussi avec cette activité, j'avais une clientèle d'entreprise, des entreprises qui avaient des besoins dans d'autres domaines, en droit social, en droit fiscal, en droit des sociétés. Et donc, c'était des dossiers évidemment que je ne pouvais pas traiter parce que ça ne faisait pas partie de mon domaine de compétences. D'où l'idée de m'associer avec des confrères dans des pratiques complémentaires. Et en 2010, on a créé ce cabinet. Nous étions 4 à l'époque. Roland Guény, Jean-Marc Vallot, Julien Vernet. Aujourd'hui, là, 10 ans après ou 11 ans après, nous sommes une cinquantaine avec 13 associés, plus d'une trentaine de collaborateurs et un petit peu moins d'une dizaine de membres du staff, de salariés. Incroyable. Et c'est assez rare qu'on puisse voir des cabinets d'avocats dont le moteur a été un des associés en pénal des affaires. Est-ce que vous l'expliquez ça ou pas du tout? Alors, c'est compliqué. Enfin, j'ai le sentiment d'avoir initié le mouvement, mais est-ce que ça fait moi le moteur? Non, je pense pas, parce que chacun a apporté sa pierre à l'édifice. Et puis,
C'est difficile de répondre à votre question parce que j'ai pas beaucoup d'éléments de comparaison, mais encore une fois, je pense que chacun a apporté sa pierre à l'édifice et puis petit à petit, on a rencontré des confrères qui avaient le même profil que nous, c'est-à-dire même génération, qui avaient c'est très important de s'associer avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs que vous, notamment d'abord sur l'exigence dans le travail. Un rapport sain à l'argent, ça on n'en parle pas souvent, mais je pense qu'il faut avoir un rapport très sain à l'argent, des associés qui puissent être dignes de confiance, qui prennent leur travail au sérieux mais qui ne se prennent pas au sérieux, ça aussi c'est absolument fondamental. Et voilà, et on s'y est retrouvés, et je pense qu'une association c'est d'abord, au fond c'est une histoire entre des hommes et des femmes, hein. Et si vous partagez les mêmes valeurs, ces valeurs que je viens de décrire, vous vivez une aventure absolument formidable. Et je pense que vraiment, et en plus le défi, je crois, c'est de conserver son ADN en grossissant. C'est-à-dire que lorsque vous êtes 4, vous ne pouvez pas fonctionner de la même manière que lorsque vous êtes 50. Mais si vous arrivez à préserver je veux dire, à conserver cet ADN et à ce que les personnes que vous intégrez petit à petit partagent avec vous cet ADN, c'est absolument superbe. Donc on a emménagé dans ces locaux où vous êtes aujourd'hui, au 40 rue La Boétie, avec le choix, le parti pris de ne pas avoir de bureau attribué. Donc les associés et les collaborateurs sont mélangés. Vous avez des salles de travail avec 4 postes. Les collaborateurs, les associés arrivent le matin, ils se pluguent là où ils veulent. Et donc ça permet de créer une émulation vraiment super parce qu'on est tous mélangés, quelle que soit la hiérarchie au sein du cabinet, quel que soit le domaine d'activité. La seule règle, c'est de s'engager à ne pas être fixe, c'est-à-dire de changer de bureau tous les jours pour pouvoir continuer à se mélanger et à créer ce dynamisme qui existe au sein du cabinet. Voilà. Donc on a fait ce parti pris qui ressemble d'ailleurs aux configurations des plateformes Internet et par ça on ressemble pas mal à plusieurs de nos clients. Très clair. Qui se retrouvent d'ailleurs ils retrouvent dans leur auprès de leur cabinet d'avocats, ils retrouvent la culture qui est propre à leur entreprise. Voilà, ce qui contribue pas mal à faciliter la relation. C'est quoi la vision du cabinet BG2V? C'est quoi son objectif? Pourquoi on viendrait chez BG2V plutôt que chez RMT, que chez Darrois, que chez Bredin, que chez Racine? Pourquoi on viendrait chez vous? C'est quoi la vision du cabinet? Qu'est-ce que vous vendez? Qu'est-ce que vous êtes? Vous parlez tout à l'heure d'ADN. On vient chez nous d'abord parce qu'on est, je pense, exigeant dans la qualité de notre travail, dans l'investissement auprès de nos clients. Je pense qu'on a aussi, comme je vous l'ai dit, hein, ça peut paraître anecdotique, mais je pense que c'est très important, c'est qu'on prend notre travail au sérieux sans se prendre au sérieux. Et donc ce qui facilite les échanges avec nos clients. Il n'y a rien de... On est très loin de l'image du notable, de l'avocat qui serait une institution. Vraiment, on est par rapport à ça, on est à des années-lumière de ça, de cette image. Je pense qu'on essaye, quel que soit le domaine d'activité, de se mettre toujours à la place de nos clients, mais c'est-à-dire en proposant, nos interlocuteurs sont souvent des directeurs juridiques. D'accord ? Directeurs juridiques, ils ne s'attendent pas à ce qu'on leur balance des consultations qui sont des tests de droit avec de 50 pages, avec 70 annexes de décisions, de revues de doctrine. Donc, au fond, on essaye de fournir la solution la plus pragmatique possible. La plus accessible possible, c'est-à-dire des notes qui soient courtes, qui soient efficaces, qui soient pragmatiques, qui proposent des solutions. Il ne s'agit pas de consultation qui à la fin reste neutre en disant à vous de prendre votre risque et vous choisissez. C'est-à-dire qu'on propose des choix à nos clients, on prend position
et ce qui permet par exemple au directeur juridique à qui on s'adresse de transmettre ça à son comité de direction, à son directoire, voilà. Donc on essaye de créer la plus grande proximité possible, mais proximité dans le sens de on sait à qui on s'adresse, et donc du coup on s'adapte à notre interlocuteur. Voilà. Pour offrir des solutions qui soient efficaces, pragmatiques, business oriented comme on dit, et pas être dans est-ce que je devrais dire ça dans l'indigestion juridique, voilà. Très clair, ça me va bien. Aujourd'hui, comment viennent vos clients? Est-ce qu'ils viennent de la prescription d'anciens clients? Est-ce qu'ils viennent de certains confrères? Est-ce qu'ils viennent des actions que vous mettez en place? Comment ils viennent? Ils viennent beaucoup sur recommandation. Voilà. Parfois des recommandations, c'est un peu le miracle permanent cette profession. C'est-à-dire que parfois les dossiers viennent, vous ne vous attendez pas à ce qu'ils viennent de ce côté-ci. Vous attendiez, et donc ce qui est toujours une heureuse surprise. Mais globalement, c'est des dossiers qui viennent sur de bouche à oreille. C'est ce qui fonctionne encore le mieux. Très clair. Comment on donne envie à des collaborateurs de venir au sein du cabinet BG2V? D'abord, je pense que les collaborateurs, ou en tout cas les candidats collaborateurs, comme ils sont très méticuleux et souvent très bien organisés, ils font les choses par étapes, donc ils sont renseignés en amont. D'accord ? Donc je pense qu'ils se renseignent en amont, et lorsqu'ils vous adressent leur CV et leur candidature, c'est qu'ils vous ont présélectionné au milieu d'autres cabinets. Je pense que dans les entretiens que nous faisons passer, d'accord, en fait, les axes sur lesquels nous insistons sont à la fois l'importance que nous accordons à la qualité du travail et au travail que nous demandons à nos collaborateurs, et à la fois sur la qualité de vie au sein du cabinet. C'est très important parce que nous passons hors week-end la majorité des heures de la journée, nous passons au travail, en tout cas elles sont dédiées au travail, et donc c'est très important que les collaborateurs soient mis dans les meilleures conditions pour travailler. Donc je pense que l'ambiance est absolument fondamentale, parce qu'on n'obtient rien de bien dans une mauvaise ambiance, alors que on obtient de très belles choses dans une ambiance qui est joyeuse, où les gens sont heureux d'être là. Donc en fait, une de notre philosophie, c'est aussi d'apporter les meilleures conditions possibles de travail à nos collaborateurs, que ce soit dans les locaux, que ce soit les conditions matérielles de travail, que ce soit la rémunération. Mais il y a aussi une contrepartie à ça, c'est que nous essayons de donner beaucoup parce que nous demandons beaucoup. Voilà. Donc c'est une espèce de justesse intellectuelle où vous demandez beaucoup, mais vous faites tout pour que les collaborateurs se sentent bien au sein de vos équipes. C'est la moindre des choses, c'est-à-dire que si je demande beaucoup… C'est pas fait partout. si je demande beaucoup, il faut que je donne beaucoup. Ça me semble évident. Très clair. Aujourd'hui, au sein de votre cabinet, l'effectif avocat en droit pénal des affaires représente à peu près 20% de l'effectif sur l'ensemble des départements que vous pouvez avoir. C'est quelque chose qu'on rencontre dans très peu de cabinets d'avocats. Ouais. Et ça signifie que vous avez du travail à donner pour, peut-être que je me trompe, mais je crois que j'ai vu 6 collaborateurs sur votre site internet et 2 associés. Et ça signifie que derrière… C'est plus que ça. C'est plus que ça, mais à coup de pas. Non, pas du tout. Je vous en prie. On doit avoir 8 collaborateurs et 2 associés. Voilà. Donc 10 personnes. Une dizaine, je pense une dizaine. Ouais. Une dizaine de personnes. Ouais. Aujourd'hui, sur les cabinets d'affaires qui sont comparables aux vôtres, on n'a jamais vu ça. C'est-à-dire que dans d'autres cabinets, on va retrouver un associé, un counsel, 2 collaborateurs. On va retrouver des équipes qui vont être assez similaires à celle-ci, mais jamais des équipes comme la vôtre. Comment vous expliquez finalement qu'au sein d'un cabinet d'affaires, vous ayez réussi à construire une équipe en droit pénal et en droit pénal des affaires aussi conséquente en termes de nombre et aussi influente en termes de dossiers sur lesquels elle va travailler? Je suis sympa. Mais vous êtes sûr du chiffre ou pas que vous avancez? Oui, je suis sûr. Je suis incapable de répondre à votre question. Je suis incapable. Comment expliquer
je nous trouve bénis parce que ça marche très bien. Enfin voilà, après, comment expliquer Il n'y a pas forcément de réponse, hein. C'est plutôt une question. Si vous avez entre guillemets une secret sauce à nous communiquer ou une recette magique. J'ai pas de secret sauce à part ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le travail, l'exigence. C'est à partir du moment où, honnêtement, tant que vous êtes exigeant, que vous ne racontez pas d'histoire, que vous ne vous racontez pas d'histoire, que vous êtes toujours présent sur les dossiers, que vous êtes réactif, les clients sont très très sensibles à la réactivité de leur avocat. Il n'y a aucune raison pour que ça se passe mal, en fait. Voilà. Et je ne connais pas d'exemple où, si ces conditions sont réunies, où ça se passe mal. J'en connais pas. Je pense que d'abord, sur le marché, il y a le marché regorge d'avocats talentueux, quels que soient les domaines. Il y a des avocats très très talentueux au pénal. En M&A, j'en parle même pas. Dans d'autres matières, j'en parle même pas. Donc, et pour les collaborateurs ou les jeunes qui souhaitent s'installer, je pense que il n'y a pas d'autre recette miracle que le boulot. Voilà. Et si cette condition est remplie, il n'y a aucune raison pour que ça se passe mal. Très clair. Voilà. Vous étiez 4 en 2010 lorsque vous créez le cabinet BG2V. Vous êtes aujourd'hui une cinquantaine, 11 ans après. C'est quoi vos objectifs? Est-ce que c'est de continuer à croître en termes d'effectifs? Est-ce que c'est de rester sur le même nombre mais de changer en termes d'organisation du travail? Vous avez parlé tout à l'heure finalement de la flexibilité des bureaux avec l'interdiction absolue de pouvoir se mettre 2 jours de suite à la même place pour que finalement les équipes continuent à échanger, à ne pas créer de strates hiérarchiques ou de strates en termes de secteur d'activité ou d'expertise juridique. Aujourd'hui, est-ce que vous avez d'autres ambitions pour la suite du cabinet? Notre ambition, je pense qu'elle est double, ou je dirais elle est triple, pardon. D'abord, mais elles sont liées en fait. D'abord, c'est d'essayer d'être toujours à la pointe des dossiers. Et ça, c'est continuer. En fait, il faut continuer à monter. Ça, l'ambition, c'est celle-là, c'est de continuer à monter. Il y a un proverbe chinois qui dit: lorsque tu atteins le sommet de la montagne, continue à la gravir. Donc, l'intérêt de ce métier dans sa progression, on n'est jamais arrivé. Il ne faut jamais se croire arrivé. Il faut toujours progresser. Donc, notre ambition, c'est de continuer à progresser, c'est de continuer à gravir la montagne en termes de qualité de dossier, en termes de notoriété, et tout en conservant notre ADN. Ce qui est aussi une ambition, c'est de ne pas se prendre pour d'autres, de rester nous-mêmes et de continuer à avancer avec nos convictions, avec la conviction qu'il faut s'amuser dans son travail, c'est une source d'épanouissement. Et tout en permettant aux collaborateurs, à qui nous demandons beaucoup, d'être dans les meilleures conditions de travail possibles. Donc c'est ça notre ambition. Je ne crois pas qu'on se fixe d'autres objectifs, et si déjà on a réalisé cela, ça serait déjà absolument merveilleux. On sera tous très très heureux. On a accompli un parcours qui est méritant, je pense. On n'a pas à avoir honte de notre parcours sur ces 10 dernières années. Il faut qu'on continue comme ça, parce que moi je suis convaincu que c'est l'essence même de notre métier, c'est de n'être jamais arrivé, de continuer à progresser. Très clair. Maître Bellouni, je vous ai pris beaucoup de temps cet après-midi et vous avez des rendez-vous et je le sais. Est-ce que vous avez un mot de la fin à destination de vos associés, à destination d'autres confrères en droit pénal des affaires ou n'importe où, à destination de vos collaborateurs, de vos amis, de clients? La parole est libre. Ça fait un message pour beaucoup de personnes différentes. J'ai parlé volontairement longtemps pour vous laisser réfléchir à qui vous vouliez envoyer ce message. Non, mais d'abord, merci pour vos questions, merci du temps que vous m'avez consacré et de cet échange.
au travers duquel, au fond, je me rends compte que le point le plus important, quoi qu'on fasse, c'est de s'amuser. Voilà, on n'en parle pas beaucoup, mais je pense que c'est le meilleur moteur pour donner le maximum de soi-même. Donc, aux collaborateurs, plutôt aux jeunes avocats, plutôt qu'à mes confrères, parce que je ne me sens pas en position de leur donner quelques messages que ce soit, mais plutôt aux jeunes là, qui veulent se lancer sur le marché ou qui ont envie de voler de leurs propres ailes, c'est amusez-vous et ne renoncez jamais. Merci Maître Bellouni pour le temps que vous nous avez accordé. J'espère que tout va se réaliser et que le triple objectif va continuer à être atteint. Je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup, à vous aussi, au revoir. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose, vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr. Vous y trouverez des vidéos, des podcasts, des articles et également nos propositions de formation et d'accompagnement dédiées aux avocats, dédiées au business des avocats. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez surtout pas à nous contacter. À bientôt.